J'ai trop de talent, c'est pas assez bien ça. Tu sais que c'est toi qui dois commencer. Je galère à parler. On va prendre des cours d'orthophonie. Ouais. Bienvenue dans le podcast Elle porte la culotte, le podcast de deux entrepreneuses qui s'adressent aux femmes qui dirigent leur vie d'une main de maître, qui t'apportent de l'ambition féminine dans ton quotidien et dans ton business. Elle porte la culotte, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est une nouvelle manière de voir ta vie. Alors avant de commencer ce nouvel épisode du podcast Elle porte la culotte, on voulait vous demander surtout de nous lâcher des avis et des commentaires sur iTunes. Ça va nous permettre d'être beaucoup mieux référencés sur notre page, que l'on trouve plus facilement notre compte. Et si vous regardez également, si vous écoutez tout du moins ce podcast sur YouTube, eh bien laissez-nous un like, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. L'entrepreneuriat est fait pour toutes les femmes, c'est le sujet que nous allons aborder ensemble dans ce deuxième épisode des podcasts Elle porte la culotte. Donc en 7 points, on va voir un petit peu avec vous comment se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout voir si c'est fait pour vous, si vous êtes bien consciente de tout ce que ça entraîne, de tout ce que ça implique et vous permettre aussi de le faire dans les meilleures conditions. Alors tout d'abord, il faut se poser la question, pourquoi se lancer ? Donc pourquoi lancer son activité au juste ? Pourquoi vous voulez devenir entrepreneuse au final ? Parce que votre pourquoi, il va être très 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 important dans le sens où ça va être votre moteur par la suite. Votre pourquoi, il est là pour vous animer jour après jour. Ça va être le point de motivation vraiment quand vous vous levez, quand vous allez être fatigué, quand vous n'allez pas pouvoir sortir, quand vous n'allez pas pouvoir faire, partir en vacances, etc. Votre pourquoi est très important. Donc posez-vous la question. Pourquoi vous voulez vous lancer au juste dans l'entrepreneuriat ? Il n'y a pas qu'un seul pourquoi, moi j'en ai plusieurs. D'ailleurs, c'est quoi tes pourquoi, Aurélie ? Moi, mes pourquoi, le premier pourquoi, celui qui m'a vraiment poussée à me lancer, c'était pour répondre à un besoin d'être en totale autonomie. J'avais pas envie de bosser pour un patron. J'avais envie de prendre mes propres décisions, de vraiment créer quelque chose qui m'appartenait. J'avais ce besoin vraiment de créer mon propre business, ma propre dynamique de travail, et je me retrouvais pas dans ce qui existait déjà. Donc ça, c'était mon premier pourquoi. Mon pourquoi aujourd'hui, il a un petit peu évolué puisqu'il y a des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure que j'ai travaillé dans l'entrepreneuriat. Et l'un des pourquoi qui, je pense, est similaire à un des tiens, c'est la notion de travailler de n'importe où. C'est-à-dire que je n'ai aucune limite géographique qui me retient, en fait, finalement, de travailler dans mon business. Je pourrais même, la Wi-Fi, voilà, c'est ça, il faut juste la Wi-Fi. Je pourrais même dire que j'ai pas de limite de temps puisque c'est moi qui gère mon emploi du temps comme je le veux. Ça dépend après parce qu'il y a forcément toujours un aspect avec les clients, s'il y a des envois à faire et tout ça, ça dépend des business. Mais aujourd'hui, dans mon business, je sais que je n'ai pas de limite de temps, donc il y a aussi ce confort en fait de temps et de déplacement. Et un autre pourquoi, c'est par rapport à ma vie personnelle où là, en fait, d'être entrepreneur, ça me permet de passer plus de temps avec mon mari, ça me permet de passer plus de temps dans mes loisirs, donc par exemple à donner des cours de danse. Ça me permet de faire plus de choses à côté que je pourrais pas me permettre si j'étais salariée parce que j'aurais en tout cas pas les mêmes horaires à me dégager parce que certes j'ai des horaires de travail au niveau de mon business mais c'est moi qui les place en fait où j'ai envie qu'ils soient. Donc si mon mari est en repos le mardi et que j'ai envie de me mettre quelques heures off le mardi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me les mettre, je me les positionne. Si j'ai envie de donner des cours de danse le lundi de 17h à 22h en horaire de bureau où j'aurais pu sortir à 18h et qu'avec la route je serais arrivée ici à 19h, j'aurais pas pu. Là je fais ce que je veux, donc on va dire que c'est mes principaux pourquoi à ce jour. Voilà. Donc en fait c'est un peu, ça se rapproche des miens puisque moi c'est la liberté, c'est mon pourquoi principal. Donc moi depuis toujours je rêve d'être libre financièrement, temporellement, géographiquement et mentalement, c'est-à-dire je veux faire ce que je veux quand j'en ai envie, tout simplement. Et si demain j'ai envie de prendre un vol pour tel endroit, je veux être libre de pouvoir le faire financièrement, mais aussi pouvoir le faire géographiquement, d'être libre géographiquement. Donc je peux partir où je veux, j'ai juste à prendre mon Mac et m'assurer qu'il y a une connexion Wi-Fi dans l'hôtel dans lequel je descends. Et mentalement aussi, d'être beaucoup plus sereine parce que quand on est dans le salariat, c'est vrai qu'on parle souvent de sécurité, mais au final, cette sécurité, elle n'existe pas trop parce que du jour au lendemain, la boîte, elle peut fermer, du jour au lendemain, on peut se faire virer, du jour au lendemain, on peut
se sentir mal dans son travail. Du coup, la liberté mentale, elle n'est pas là du tout. Et donc moi, on va parler après de nos parcours respectifs, mais donc moi j'étais salariat, j'ai fait une bonne partie en tant que commercial. C'est vrai qu'on avait des commissions, par exemple, sur les contrats qu'on vendait, mais bon, on se rend vite compte que l'énergie, le temps donné au salariat ne correspond pas à l'argent que l'on aimerait gagner tout simplement. Donc ce sont nos pourquoi, c'est vraiment où nous baser sur la liberté. Donc je pense que pas mal d'auditrices ressentent la même chose, c'est surtout la liberté. Moi, quand j'auditionne un petit peu tout le monde, c'est la liberté c'est ce qui ressort le qui plus prime, souvent. quoi. Donc si vous rêvez de liberté, eh bien, voilà, c'est déjà un très bon point que vous avez validé si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc la première chose à établir, vraiment, avant de vous poser même la question de savoir si l'entrepreneuriat c'est fait pour vous, et avant de vous interroger sur les points qu'on va voir avec vous dans la suite de ce podcast, la principale chose à faire, et faites-le dès maintenant ou dès la fin de ce podcast, posez-vous et prenez le temps de vous dire pourquoi est-ce que j'aurais envie finalement de me lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que j'ai envie aujourd'hui de créer quelque chose et de me lancer dans cette grande aventure qui va me prendre du temps, de l'énergie, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette chose qui m'anime et qui me dit, qui me pousse en fait à passer à l'action de ce côté-là. Prenez le temps de vous poser, d'écrire, un peu comme nous, ce qu'on vient de vous dire. Ça peut être des pourquoi complètement différents. Chacun a son propre pourquoi et il n'y en a pas des moins bien que d'autres, absolument pas. Donc prenez vraiment le temps de vous poser et de prendre en note un petit peu ce qui vous motive et ce qui vous pousserait aujourd'hui à passer à l'action. Moi, il y a un autre pourquoi aussi qui me vient, c'est par exemple le jour où j'ai des enfants et que mon enfant est malade, eh bien, je ne veux pas vouloir pleurer auprès de mon employeur en fait pour avoir une journée, 2 journées, 3 journées alors que j'en ai déjà pris, etc. Je veux pouvoir m'occuper de ma famille comme j'en ai envie, d'être présente en fait et voilà, c'est aussi un des pourquoi que je voulais mettre en avant. La deuxième chose qui va peut-être vous éclairer en fait pour savoir si vous êtes faite pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui moi a été un petit peu frappant, je me suis à peu près une claque assez jeune, c'est cette manière qu'a la société de vouloir nous rentrer dans des cases qui sont qualifiées de normes. En fait, c'est presque normal de se lancer dans le salariat en fait à l'issue de ses diplômes, de sa formation scolaire, on va dire, alors que ça l'est pas du tout. Il n'y a aucune logique aujourd'hui à se dire je dois être salarié, je dois trouver un CDI, je dois trouver un CDD, j'en sais rien, un contrat intérim, qu'importe. Mais la société aujourd'hui véhicule vraiment cette image de se dire voilà, je fais mes études, je trouve un poste fixe dans une entreprise qui existe déjà, je ne crée rien. Si j'ai des idées, je les garde pour moi et puis au mieux, je les injecterai dans la boîte pour laquelle je travaille jusqu'au jour où ils en auront marre de moi et où ils me diront merci, salut, au revoir. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est aussi une des questions que vous pouvez vous poser. Si vous êtes salarié aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre salariat ? Est-ce que vous avez un peu l'impression d'être un ovni au milieu de toutes les autres personnes parce que pour eux c'est normal, enfin moi je sais que pour mon entourage c'est normal et évident en fait d'être salarié et ils comprennent pas trop ce que je fais, ils ont du mal à percevoir la motivation qui m'anime, les valeurs que je défends, ce que j'ai envie de faire et de réaliser au quotidien. Donc ça peut aussi être une des choses qui va vous aider à vous lancer correctement dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre le temps de vous interroger par rapport au regard de la société et par rapport à la configuration qu'on essaye de nous donner en fait. On essaye de nous formater d'une certaine manière dans notre quotidien et dans votre vie de tous les jours. Vous allez le voir, tous les jours, il y a plein d'informations qui vous sont envoyées en plein visage, que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans des bouquins que vous lisez, dans des films. Il y a vraiment toujours cette notion de salariat qui est présente. Je pense qu'il y a aussi un côté très francophone là-dedans parce qu'il y a des pays où c'est pas du tout comme ça et où exactement où l'entrepreneuriat il est pas autant pointé du doigt, où c'est pas aussi difficile finalement de se dire vas-y je me lance, je prends le temps de me lancer, j'ai bien monté mon projet, j'essaye. C'est comme vis-à-vis des banques par exemple hein. En France, si on se plante une seule fois pour avoir un crédit pour une entreprise, c'est la galère. Mais par exemple moi je parlais avec des personnes sur New York en fait et elles disaient que pas du tout, si tu t'es planté une fois, tu te repointes devant ton banquier, justement il allait te dire ok tu feras les choses comment maintenant. Ouais voilà, parce que de toute façon on en parlera plus tard mais l'échec dans une vie d'entrepreneur, c'est un petit peu évident, j'ai envie de dire. On est un petit peu obligé de passer par là et on passe par là plusieurs fois. Et Marie et moi, on est passés par là aussi et on passera peut-être encore par là. C'est une vie d'entrepreneur, c'est fait de ça aussi.
Donc voilà, donc prenez le temps de vous interroger un petit peu sur si vous êtes salarié ou même si vous ne l'êtes pas ou vous ne l'êtes plus, selon quel que soit votre statut aujourd'hui. Posez-vous et prenez le temps de vous questionner un petit peu sur comment vous vous sentez vous par rapport au salariat, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette optique un petit peu formatée et obligatoire qu'on nous donne au quotidien dans le fait de se lancer dans cette voie-là qui est presque déjà toute tracée pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que je me sentais vraiment super mal en étant salariée, quoi. Moi aussi. Et je pense que tous mes employeurs, ils me détestaient parce que je détestais le salariat tout simplement et que c'était pas mon truc, quoi. Mais du coup, faut vraiment se demander. Au début, on comprend pas, quoi. Moi, je me disais, mais mince, pourquoi tout le monde autour de moi est salarié? Moi, je suis salariée. J'ai signé un CDI super tôt dans ma vie, genre juste après mes études, j'ai un CDI. Et merde, il est où le bonheur? Il est pas là. Et c'est pas ce que je voulais, en fait. Je me voyais enchaîner, faire la même chose tous les jours de ma vie. Et au début, souvent, je comprenais pas et je savais pas qu'on pouvait créer son entreprise. Enfin, ça venait pas à mon esprit que j'allais créer ma boîte tout de suite, même si je savais depuis toujours que j'avais cette âme-là, mais sur le coup... Et puis souvent, c'est plein de désillusions. Moi, je sais que pareil, je suis sortie d'études. Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Je suis sortie d'études, j'ai eu mon CDI quelques mois après. Et en fait, je suis allée de désillusion en désillusion parce que d'abord, j'étais sous-payée. On m'avait promis monts et merveilles en sortant d'études, vous devez demander autant. Je me suis retrouvée face à un patron qui m'a dit écoute, t'es payée au SMIC ou c'est rien du tout. Et comme j'avais rien d'autre et que j'avais besoin de trouver quelque chose et que pareil, le fait de monter ma boîte n'était pas évident, j'ai dit ok, sous-paye-moi, vas-y, y a pas de problème, je travaille avec toi, pas de problème. Donc du coup, c'est vrai que les désillusions, moi je me suis sentie complètement enfermée. Mais on en reparlera un petit peu après quand on parlera de nos expériences perso plus en détail. Mais voilà, prenez le temps de vraiment vous demander qu'est-ce que je ressens par rapport au salariat, comment je me positionne dans la société professionnelle actuelle et comment j'envisage les choses pour moi personnellement dans mon environnement de travail. Et tu parles de peur et ça fait un peu le pont vers notre troisième point, quoi. Quelles sont les peurs quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y a énormément de peurs, forcément. Quelles ont été, toi, tes peurs les peurs qui sont apparues tout de suite quand tu as voulu te lancer? Alors moi, la première peur que j'ai eue, et je pense que ça va être la même pour beaucoup de monde, c'est l'aspect financier. Moi, j'ai l'avantage que mon mari soit en CDI, donc j'avais quand même une certaine sécurité. Maintenant, on venait de signer un crédit de maison. On avait des frais qui allaient tomber, des assurances, on a des animaux, donc il y a les frais vétérinaires. Enfin voilà, on n'a pas encore d'enfants, mais on a pas mal de frais qui doivent sortir tous les mois, des frais fixes. Et concrètement, en faisant les calculs, c'était tout juste. Donc c'est vrai que moi, c'était la première peur, elle était financière. La deuxième peur que j'ai eue, ça a été au niveau de ma légitimité parce que moi, je suis très jeune, donc à 23 ans, on se dit, mais attends, les gens, ils vont me voir arriver du haut de mes 23 ans, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais pourquoi est-ce qu'elle pense qu'elle va m'apprendre la vie, en fait? Donc du coup, c'est vrai que ma deuxième peur, c'était de me retrouver face à des personnes qui pensaient que j'avais pas de crédibilité et que les messages qui s'arrêtaient à mon âge et qui n'écoutaient pas les messages que j'avais à faire passer et l'ambition que j'avais et tout ça, en fait, c'était complètement étouffé par cet aspect-là. Et je pense que la dernière peur que j'ai eue, elle était en lien avec mes parents, où en fait j'avais vraiment peur de les décevoir. Et ça, c'était un truc très très fort chez moi. Moi, je suis fille unique et mes parents, ils croient beaucoup au salariat. Mon père, ça fait des années qu'il parle de monter sa boîte. Aujourd'hui, il y a 50 ans, il l'a toujours pas fait parce que je pense qu'il a des peurs comme ça aussi qui le bloquent un petit peu. Et je sais que j'avais peur de décevoir mes parents. J'avais peur d'échouer en fait et qu'au final, ils se disent tu vois, je te l'avais dit. Alors ça, c'était vraiment un truc que j'avais pas du tout envie d'entendre. Tu vois, je te l'avais dit. En sachant que ma mère, elle est assistante maternelle, donc en fait, en soi, elle a quand même un genre d'auto-entreprise, pas totalement parce que c'est lié à l'État, etc. Donc c'est une profession très réglementée. Mais elle travaille de chez elle. Et elle est à son compte, elle gère ses contrats et tout ça. Mais malgré ça, en fait, elle comprenait pas du tout mon envie. Pour eux, on était jeunes, il fallait qu'on se mette un patrimoine financier en fait de côté, il fallait qu'on économise, il fallait qu'on a acheté une maison à travaux, il fallait qu'on finisse les travaux. Enfin voilà, donc du coup, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que simplement, les premiers mois de mon activité, j'en ai pas du tout parlé. Et encore aujourd'hui, j'échange pas beaucoup sur ce sujet-là avec mes parents parce que on en parlera sûrement dans un autre podcast, mais parfois il vaut mieux faire abstraction de l'entourage pour avancer correctement. Tout à fait. Moi, mes peurs, ça n'a pas été... C'est lié en fait à l'argent, mais c'est pas trop l'argent
principale. En fait, comment expliquer ça? Moi, ma peur, ça a été plutôt de ne pas trouver de clients. C'est lié forcément à l'argent, mais c'était de me dire, putain, je vais trouver personne. Il n'y a personne qui va acheter mes services. Il n'y a personne qui va acheter mes produits. C'était plus ce côté-là. Bon, c'est lié forcément à l'argent, mais voilà, c'était est-ce que je vais trouver des clients? Est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Donc, c'était vraiment ça. Et surtout, la peur. Bizarrement, la peur de me lancer, c'était la peur d'échouer et de retourner au salariat. En fait, j'avais peur de retourner au salariat et du coup, c'était une de mes peurs pour me lancer. Mais aussi échouer devant les gens, de dire je vous ai tous tanné en disant que je voulais être entrepreneuse et au final, je me suis pété la gueule. Donc, c'était mes peurs principales. Donc, prenez le temps d'identifier vos peurs parce que ça va vous aider aussi en fait à les lever tout simplement. Parce que quand on arrive vraiment à mettre des mots dessus et à identifier où est le problème et pourquoi aujourd'hui j'arrive pas à passer à l'action, et au final en fait on arrive à trouver des solutions et des leviers et surtout des arguments pour contrer ces peurs-là. Donc prenez vraiment le temps de réfléchir à ça et de vous dire au final si je suis pas lancée aujourd'hui ou si je n'explose pas mon business aujourd'hui, pourquoi ? Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de passer à la vitesse supérieure? Qu'est-ce qui m'empêche de créer mon entreprise aujourd'hui? Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux, mais voilà, quelles sont vos peurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous freine en fait dans votre vie professionnelle aujourd'hui? Alors suite au premier épisode, on nous a demandé en fait de parler un peu plus de notre histoire personnelle chacune, de vous expliquer de où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc moi, c'est Marie-Roé, comme vous le savez, j'ai créé une agence de communication et web, donc où je fais de l'identité visuelle, des sites internet, des réseaux sociaux, de la formation. Donc je suis passée organisme de formation depuis fin 2017. Et à côté, j'ai l'activité Marie-Roé, donc qui aide les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et cette activité-là, ces deux activités-là, je les ai lancées en fait en août 2017. Donc en août 2017, pour mes 30 ans, le 18 août précisément, j'ai lancé une deuxième auto-entreprise. Mais j'ai lancé cette auto-entreprise-là. Pourquoi je dis ma deuxième? Puisque en 2011, j'avais déjà créé la même activité en auto-entreprise. Mais du coup, ça s'était pas bien passé du tout. J'avais pas fait les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que j'étais pas à l'aise financièrement, je ne trouvais pas assez de clients pour en vivre, j'étais pas entourée d'entrepreneurs, personne autour de moi ne comprenait ce que je voulais faire et j'échangeais avec personne, je ne me formais pas. Et en fait, tout ça a contribué tout doucement à ma chute. Donc, je suis du coup repassée au salariat. Dès qu'on m'a fait une proposition alléchante, en fait, je suis repartie en salariat. Rien à voir, je suis repartie dans le domaine, je suis partie dans le domaine du luxe, dans l'hôtellerie de luxe. Donc je suis partie vivre à Courchevel et Saint-Tropez, donc Courchevel l'hiver, Saint-Tropez l'été en saison, pendant 3 ans. Mais du coup, cette première auto-entreprise, je l'ai fermée puisque, comme je vous ai dit, j'arrivais pas à en vivre. Et ça a un peu fait dégringoler toutes mes illusions sur l'entrepreneuriat. Je me suis dit, je vais lancer ma boîte, ça va être génial, il y aura plein de clients. Mais j'ai peur à la fois en même temps de pas en trouver, etc. Et du coup, je suis restée pas mal enfermée. C'est ce qui me correspond pas trop parce que moi, j'ai ce tempérament à devoir échanger comme ça avec les gens, parler tous les jours, trouver des nouvelles idées, se lancer des nouveaux projets. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait sur cette première auto-entreprise. Je suis restée dans mon coin toute seule chez moi. J'avais une coloc qui me retrouvait souvent en train de pleurer devant mon ordi parce que j'arrivais pas à faire bouger un menu sur un site internet, parce que j'avais pas pris l'air, parce que je parlais avec personne, parce que je me formais pas, parce que j'évoluais pas et parce que j'avais pas créé de stratégie propre à mon business. Donc ça a été tous les points en fait qui m'ont fait chuter. Et donc je suis repartie 3 ans au salariat et la vie a fait que j'ai eu un accident à Saint-Tropez en fait. J'ai fait une chute de 2 mètres, je vous passe les détails qui sont un peu comiques, mais j'ai fait une chute de 2 mètres et du coup je me suis fait rapatrier dans le nord, du coup chez ma mère parce que j'étais alitée, quoi. Je me suis explosé le talon quand même, hein. J'ai eu une fracture de part en autre du talon, j'ai évité l'opération du CES. Donc le sud voulait m'opérer, dans le nord ils ont dit non, c'est bon. Donc je suis restée 4 mois alitée, donc obligée de retourner chez ma mère à cette époque-là. J'ai eu 2 mois de rééducation aussi parce que le talon c'est l'une des choses qui est plus compliquée à rétablir et pour remarcher après c'est une galère sans nom. Donc du coup je suis chez ma mère, je me pose des questions sur le bonheur parce que je suis repartie au salariat mais je suis pas heureuse. Je suis pas bien, j'en ai marre. Encore un employeur qui me dit ce que je dois faire alors que je pense
à faire autre chose, à rentrer dans des codes, à partir et à arriver à une certaine heure alors que c'est pas forcément les heures qui sont bonnes pour moi et pour l'établissement. Enfin bref, au bout de 3 ans, même si c'est une belle vie, l'hôtellerie de luxe, ça me plaît plus. Donc du coup je décide, après cet accident en fait, pendant mes mois de convalescence, je décide en fait de m'intéresser à l'entrepreneuriat, à étudier ce qui n'a pas fonctionné, à étudier ce qui fonctionne chez les autres, à m'entourer. Au tout départ ça a été, je me suis entourée de personnes, d'entrepreneurs, mais pas d'entrepreneurs physiquement, mais à travers les livres, les formations, et même des personnes qui n'étaient plus vivantes, quoi, comme Steve Jobs. Rigole pas, j'ai adoré m'entourer de Steve Jobs, quoi. Non, mais la meuf elle dit j'adore m'entourer de gens décédés. Elle est vraiment chelou, quoi. J'adore les bouquins. J'adore les gens décédés. Ouais. Donc voilà, du coup voilà, ça m'a pas mal aidé à me poser les bonnes questions, et au lieu de rejeter la faute sur la société, sur le marché actuel, sur les clients, etc., du fait que j'ai dû fermer cette première auto-entreprise, eh bien ça m'a ouvert les yeux sur le fait que si j'avais échoué, c'était entièrement à cause de moi, puisque j'avais pas mis les bons outils en place, j'avais pas pris le concept en fait de la bonne façon, j'avais pas pris toutes les clés en main pour réussir. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ouvre cette deuxième auto-entreprise, la même activité au final. Qu'est-ce qui a changé juste? C'était moi. J'ouvre les mêmes activités, je pars du même point, j'ouvre cette auto-entreprise, et au bout de même pas 6 mois, donc je suis contrainte, donc je mets ça entre guillemets parce que c'était une belle opportunité, de passer en société. Donc je passe en société le 9 mars 2018. On est quelle année? On est 2018, ouais, donc non, 2017. Donc j'ai ouvert le 18 août 2016, je reprends. J'ai ouvert l'auto-entreprise le 18 août 2016, et en mars 2017, donc je passe en SASU, donc en société, parce que j'atteignais en fait le plafond du chiffre d'affaires qui était à cette époque-là plafonné à 35 000 euros. Donc du coup je passe en société, et bien sûr je lance de nouvelles activités, je deviens également organisme de formation en fin 2017, je développe mes partenariats, je développe les produits que je fais, et voilà, c'est tout le temps des nouvelles activités qui viennent se greffer, et aujourd'hui elles portent la culotte, quoi. Alors moi j'ai commencé donc, j'ai fini en fait mes études en 2015 avec un DUT information et communication, et quand je suis sortie de ce DUT, en fin de DUT, je devais trouver un stage. Donc j'ai fait ce stage avec une organisatrice de mariage parce que à ce moment-là j'étais sûre que je voulais faire dans l'événementiel. J'étais certaine que je voulais faire là-dedans, puis c'était très à la mode en 2015 l'événementiel. Totalement, moi je bossais pour une agence d'événementiel. Voilà, c'était vraiment trop à la mode, donc du coup j'étais sûre que je voulais faire ça, en sachant que j'ai toujours eu un petit peu un pied dans l'événementiel parce que avec la danse on organise des galas de danse et tout ça, donc j'ai toujours un petit peu eu un pied dans l'événementiel, mais bref. Donc en sortie de stage, cette wedding planner me propose de continuer à travailler avec elle dans son entreprise, donc je commence à travailler avec elle. Elle tombe enceinte. Donc en fait en novembre tout s'arrête, donc c'était très vite en fait parce que du coup ça a duré juillet, août, septembre, octobre, 4 mois quoi, donc c'était très rapide. Et donc elle tombe enceinte, donc tout s'écroule un petit peu autour de moi, parce que je me retrouve sans rien. Nous on avait un appart, donc on avait un loyer à payer. À ce moment-là mon homme il n'était pas en CDI, donc on avait un petit peu pris des risques, et je me retrouve sans rien. Donc là c'était pas une dépression, mais ça y ressemblait de loin. Je commence à rentrer dans un cycle vicieux. Pendant quelques mois je fais que pleurer, je postule à des offres d'emploi, j'ai pas de réponse, les mois avancent, les économies qu'on a mis de côté finissent par arriver à zéro, et puis j'ai une réponse à une offre pour laquelle j'ai postulé en fin février du coup 2016 pour faire toute la communication d'une start-up. Donc ça passait par du community management, l'annonce en tout cas disait ça, community management, communication digitale, événementiel, bref la totale. Je vais au rendez-vous, déjà j'aimais pas l'endroit où j'allais travailler, donc déjà ça commençait bien. Mais j'étais dans l'urgence, je savais qu'il me fallait juste de l'argent, donc à ce moment-là j'étais juste contente en fait qu'on m'ait proposé une opportunité. Je vais à l'entretien avec cette personne, et en fait elle savait même pas pourquoi elle me faisait postuler. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils devaient faire de la communication, ils ont mis community management, ils savaient même pas ce que c'était. Bref, c'est moi qui leur dis ce que je propose de faire. Ils me disent ok, et là on parle rémunération. Et il me fait comprendre que c'est le SMIC ou rien. Donc comme j'avais rien et que j'étais clairement en train de m'enfoncer dans un truc bien moche, je dis oui, donc je signe. Et donc en mars 2016, je signe dans cette société et sur Lille. Et donc je commence à travailler avec eux. Très vite,
J'ai déchanté, donc en fait, mars, bon, c'est le début, c'est tout frais, tout nouveau, il y a plein de choses à faire. Avril, mai, et là, mai, ça commence à un petit peu ressembler à une mauvaise blague, dans le sens où on commence à me donner des tâches qui n'ont rien à voir avec la communication. Et là, je commence à sentir le truc bien dégueu arriver en face de moi. Je me dis, je me suis enfoncée dans un truc, c'est pas terrible. Donc, au fur et à mesure des mois, je me retrouve à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la communication, comme du service client au téléphone, enfin bref, des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Mais bon, je n'ai rien d'autre, donc je m'écrase et je continue. Entre-temps, on commence à faire les démarches pour acheter une maison. Donc, je suis un peu coincée parce que je sais que j'ai besoin de ce CDI jusqu'à ce qu'on ait l'accord final de la banque. Les mois s'enchaînent, ça se passe très vite. À côté de ça, je rencontre des gros problèmes avec les collègues avec lesquels je travaillais. Et donc ça, on en reparlera dans un autre podcast au niveau de l'entourage et tout ça. Mais j'ai vraiment vécu presque du harcèlement moral en fait avec les personnes qui étaient là-bas. Très compliqué, je me retrouve coincée entre cette entreprise que j'ai juste envie d'envoyer bouler et mon envie de crédit pour acheter une maison parce qu'on voulait quitter l'appartement dans lequel on était pour se lancer dans notre vie. En parallèle, mon homme, il finit par décrocher un CDI, gagne très bien sa vie, on commence à être plus à l'aise financièrement. On commence à se faire plaisir, on se fait des vacances, on met de côté, on signe la maison et puis vient la date des 1 an dans la boîte. Et là, je me dis, attends, ça fait 1 an que je suis dans cette société horrible. Ça passe trop vite, quoi. Je me dis, ça y est, ça fait déjà 1 an. Mars, avril, encore des conflits avec les employés, etc. Et juin, ça part en clash sans vous donner les détails avec mon patron. Je raconte ce qui s'est passé par SMS à mon mari. Il me dit, tu ne rentres pas à la maison tant que tu n'as pas déposé ta démission. C'est bon, on s'en fout. Envoie les boulets, on s'en tape, on va se démerder autrement. Ça suffit, c'est bon. J'en ai marre que ton moral, il en prenne un coup comme ça suffit, envoie tout bouler. Donc c'est vrai que sans mon mari, j'aurais peut-être pas eu le cran, je pense, d'envoyer bouler aussi facilement. Donc j'ai tapé ma lettre de démission, j'ai pris une enveloppe dans le bureau de mon patron, tout venait du bureau tout venait de la boîte, hein, tous les documents venaient de la société. Tu sais, je lui ai donné toutes ses affaires, quoi. J'ai pris sur le dos de la boîte pour démissionner. Et je lui ai donné la démission en fait le jour même, et je lui ai dit tiens, et je lui ai donné. Et je me rappellerai toute ma vie de sa tête parce qu'en fait, c'était complètement à l'antithèse de la mienne. Moi, j'étais dans un moment jouissif au possible. Et lui, j'ai vu qu'il était dans un état mais lamentable. Donc, je me suis dit, c'est très bien, tant mieux. Fallait t'en rendre compte avant. Et il avait l'habitude que des employés menacent de démissionner puis qu'ils revenaient sur leur décision. Sauf que moi, je suis jamais revenue sur ma décision. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un préavis d'1 mois à réaliser. Et au bout de 2 semaines, on part faire un concours national de danse avec mon mari et mon groupe de danse. Et je me fais une entorse dans ce week-end-là, donc je ne peux plus conduire, donc je ne peux plus me rendre à mon travail. Mon médecin me met un arrêt d'1 semaine d'abord, puis il me le prolonge, et du coup, en fait, j'ai jamais fini mon préavis. Donc en fait, c'est une des seules amies que j'avais sur place qui m'a ramené mes affaires et tout à la maison, et qui m'a fait signer mes documents, voilà, pour finaliser mon départ de là-bas. Et du coup, en fait, au final, comme quoi le destin des fois envoie des signes parce que je suis jamais revenue là-bas. Et du coup, donc j'ai oublié de dire qu'en fait, au 1 an de l'entreprise, quand ça faisait 1 an que j'étais là-bas, j'ai un peu pété un câble et c'est là que j'ai lancé Digital Woman parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein de choses que j'avais envie de mettre en place et que mon travail ne me permettait pas de faire. Donc j'ai lancé Digital Woman en parallèle de mon salariat pendant quelques mois. Et quand j'ai démissionné, du coup, je me suis retrouvée à faire que ça. C'est quand même une bouée de sauvetage. Voilà, j'avais quand même Digital Woman. Bon, ça me permettait pas encore de me dégager, ce serait mentir que de dire que ça me permettrait de dégager un SMIC. Je préfère être complètement honnête et transparente sur ça. Je le dis toujours, l'argent, c'est pas du tout un sujet tabou chez moi. J'aurais pas pu me lancer comme ça si j'avais pas eu mon mari derrière en soutien ou si j'avais pas eu des économies, en tout cas si j'avais pas eu mon mari, quoi. Donc voilà, du coup après je me suis lancée dans Digital Woman depuis du coup vraiment concrètement juste ça, juillet de l'année dernière. Et du coup là ça a fait 1 an que j'ai lancé le blog et dans quelques semaines, donc le 1er avril, ça fera un an que j'ai lancé la société à proprement dit, parce que je l'ai lancé 1 mois après le blog. Donc c'était pas une blague, j'ai lancé le 1er avril, mais c'était pas du tout une blague. Je l'ai vraiment fait. J'ouvre ma boîte. Parce que c'était le 1er avril, mais non, je me suis vraiment lancé le 1er avril. Et du coup, voilà, pour un petit peu mon parcours dans l'entrepreneuriat, en sachant que dans les diverses problématiques qu'on a évoquées, le fait que je sois assez jeune, ça m'a pas du tout bloqué dans aucune démarche en fait que j'ai réalisée. J'ai jamais eu qui que ce soit qui a bloqué par rapport à mon âge. Et bon, je pense aussi que c'est le fait que ce soit sur le digital et je pense que mon caractère y est aussi pour quelque chose, mais enfin voilà, il n'y a pas d'âge pour se lancer. C'est des mythes, ceux qui disent que voilà, il faut avoir 50 ans et une carrière de cadre pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est n'importe quoi. Sinon, tu connais rien à la vie. Au contraire, je pense que quelqu'un à 50 ans qui avait fait toute sa vie en tant que cadre, c'est trop tard. Il est formaté à une esprit, exactement, c'est plus esprit difficile de salariat. Alors justement, pour surmonter toutes les difficultés qu'on va citer juste après, il faut se lever, quoi.
Tandis que nous, on Mais en était tout cas, encore, j'ai dit c'est trop tard, mais c'est pas vrai, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour se lancer. Non, mais Quoi qu'il en soit, voilà, c'est juste qu'il y a des moments où c'est vrai c'est plus simple. Bah, on en parlait juste avant, c'est vrai que selon les engagements que vous avez, c'est vrai que bah, on va pas se mentir, c'est plus simple de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas de crédit immobilier, c'est plus simple de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas d'enfants, c'est plus simple, voilà, il y a tous des paramètres qui rentrent en compte où il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, mais vous allez voir que voilà, ça n'empêche pas du tout, à aucun moment ça n'empêche de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a pas d'excuses à trouver, il y a que des solutions à formuler et à essayer de construire si vraiment c'est ce que vous voulez faire de votre vie. Parce qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est une succession de bonnes choses, quoi. Il y a aussi des difficultés qu'on va nommer juste après, mais il y a énormément de points positifs, quoi. Ouais, je fais bien les transitions. J'adore ça. On a les transitions sur les points, parce qu'on a un peu organisé quand même. On a quand même écrit les points sur lesquels on... Pour pas oublier de vous dire tout ce qu'on avait en tête, en fait. Donc les points positifs de l'entrepreneuriat. Alors tout d'abord, il y en a énormément. Ouais, il y en a beaucoup. Alors je pense que ça va être un peu fouillis. On va donner nos points comme ça par la tête. Donc déjà, moi, c'était de travailler de chez moi. Au départ, j'ai pris un bureau. J'ai pris un bureau pendant 3-4 mois. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, le bureau, ça me refoutait dans cet esprit de salarié, en fait. J'allais au bureau, je parlais avec la secrétaire qui me racontait son week-end. Ensuite, j'allais manger à midi parce que c'était des bureaux, chacun avait son bureau, mais il y avait une porte. Enfin, je pouvais rester le midi, mais c'était compliqué, quoi. Je repartais chez moi, je revenais, je refaisais ma journée. Il était tard et tous les bureaux à côté partaient, donc moi je partais à ce moment-là, alors que j'étais créative à ce moment-là, etc. Donc je me suis vite défait de ce bureau et travailler de chez moi, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Travailler de chez moi et de n'importe où. J'adore travailler dans les hôtels aussi. Travailler dans les lobbies d'hôtels. J'avais dit qu'elle était chelou. Ouais, même travailler dans les transports. Alors ça, il y a par exemple Marie qui se foutait de moi quand on en discutait, mais genre, moi tu me mets dans un avion pendant 8-12 heures, je suis aux anges. Genre si je veux être super productif, tu me prends un aller simple pour la Thaïlande et dans c'est vrai que moi aussi je suis vachement productive dans les avions. Dans l'avion, il n'y a personne qui te fait chier, t'as pas de coup de fil, t'as personne qui va débarquer et dire eh oh, je donne ça. Voilà quoi, donc ou alors ce serait vraiment bizarre. Qui vole à côté, qui rentre dans l'avion. Comme dans les dessins animés. Allô, Okitoko Hublot et tout. Marie. Et mon devis, il est où? Elle a des visions. Donc voilà, ça c'est vraiment le point qui a été vraiment génial, c'était de travailler de chez moi. C'est sûr que toutes les activités, vous pouvez pas tous travailler de chez vous, mais c'est un des points positifs. Travailler de chez moi, de moduler le temps comme j'en ai envie, même si moi j'aime faire des grosses journées. C'est-à-dire je vais commencer tôt, je vais commencer à 8h30, moi je commence à travailler et je vais finir le soir, il est vite 21h, 21h30 quoi. Donc c'est quand même des grosses journées, mais du coup quand j'étais salariée, je pouvais pas faire des grosses journées. Le bureau il s'éteint et il y a Micheline, elle va passer le balai après, elle est sortie quoi. C'est clair. Donc voilà. C'est voilà, faire des journées de travail comme j'en ai envie. S'il y a des moments où je suis moins productif, et très bien, je travaille à un autre moment. Moduler mes journées comme j'en ai envie. Donc pour l'instant, moi je suis vraiment dans ce truc, je pense qu'on appelle ça les hustlers. Tu connais Ok. Tu connais pas? Ah non. Genre ceux qui bossent à fond, tu vois. Ah non, je connais pas le nom. T'as soit lifestyle versus hustler. Ah, bon, je suis encore dans cette optique de travail à fond, carbure, et c'est ce qui me plaît, et je vais pas me freiner en fait. C'est ça qui me donne envie, c'est ça que j'ai envie de faire. Et pour l'instant, donc c'est du 7/7. Et comme on en parlait tout à l'heure, une semaine entière sans travailler, c'est jamais arrivé quoi. Moi, au bout de 2 jours, si tu me donnes pas mon Mac sous les yeux, je vais t'étrangler quoi. Non, mais même si on est sur la plus belle plage du monde, à un moment donné, c'est clair. Vas-y, donne-moi mon Mac, j'ai envie de bosser quoi. Parce que c'est mon truc, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est aussi un point positif, c'est que j'ai fait de ma passion mon métier, parce que moi, créer des sites internet, c'est le truc qui me fait plaisir, qui me détend, qui me passionne quoi. Et ouais. Chelou quoi. Je l'ai dit au moins 10 fois dans ce podcast, mais vraiment cette nana est armée. Donc ça, aussi me dire, par exemple, je sais pas, moi j'ai un coup de fil de ma mère, de ma soeur ou d'une copine qui me dit ah bah je vais là, tu viens avec moi. Ah ouais carrément, vas-y, je déconnecte quelques heures et je pars faire ce que j'ai envie. Je peux aussi aller suivre des amis à droite à gauche quand on part en voyage. Je peux faire pas mal de choses.
ça me donne pas mal de liberté. Bon, après, il y a quand même des difficultés, des points négatifs, on en parle après, mais c'est sûr que ça, ce sont mes principaux points positifs. Et toi, qu'est-ce que ça t'a... Même si t'en as cité pas mal j'en ai dit plusieurs, il y en a plusieurs en commun avec toi aussi. Moi, le premier point positif, et toutes celles qui me suivent le savent, c'est que je vis en horaires un peu spéciaux. Je suis un peu en décalé. Elle est trop bizarre, quoi. Elle vit la nuit, quoi. Non, mais en fait, je sais pas si c'est... Il y a des moments, je suis sûre, où tu finis de bosser et moi, je me réveille. Ouais, c'est possible. C'est fort possible, ça dépend des périodes. Moi, donc j'ai vraiment un rythme décalé. Je sais pas si c'est mon caractère ou si c'est... Bon, pour celles qui savent pas, j'ai des problèmes de thyroïde, donc c'est peut-être ça qui influe sur mon sommeil. Je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que moi, je suis efficace à partir de 11h. Et je suis capable de bosser jusqu'à des 4h, 5h du matin. C'est pour ça que Marie dit que quand elle se lève, des fois, je me couche, parce que c'est clairement ça. Là, je me lève à 6h, qu'on n'est pas loin. Voilà, donc on n'est pas loin. Bon, en ce moment, ces derniers jours, je me la fais moins tard parce que on fait beaucoup de danse, donc je compense en me couchant un peu plus tôt. Donc ça m'a vraiment permis de travailler sur des horaires où j'étais la plus optimale possible, où j'étais vraiment au maximum de mes compétences. C'est ça m'énervait dans le salariat quand je bossais en événementiel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour ça que je rebondis sur ça. Ouais. Et genre je devais être productive de 9h à midi et de 14h à 18h. Mais non, c'est ma créativité, elle n'arrive pas à cette heure-là. Peut-être qu'elle arrivait plus tard, ou peut-être qu'elle arrivait en mangeant, ou vas-y, laisse-moi travailler quand j'en ai envie. Et pas comme toi, t'as décidé. Et surtout un métier créatif. Quoi. Et mon deuxième point positif, justement, je vais rebondir sur ça, ça me permet de donner libre parole complète à ma créativité. Ça veut dire que si j'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais en fait, parce que c'est mon business, donc je fais ce que je veux. Donc même si c'est un truc qui finalement marche pas, je m'en fous, je l'aurais quand même fait, j'aurais testé. Ça, c'est une source de frustration. Putain, quand t'es salarié, t'as une idée, tu soumets ton idée, et le mec non, ça m'intéresse pas. Et toi, t'es sûr que ton idée, ça va être génial, quoi. Ah ouais. Putain, ils auraient pu se faire des milliers d'euros, les cons et tout. Ça, c'est vraiment... ou alors la frustration quand tu partages ton idée, on te dit même pas merci, puis après on te vire, tu vois. Ah, ça, c'est encore mieux. Donc du coup... Ils prennent et ils se le mettent sous leur nez. On a sorti ça, exactement. Donc du coup, ça, c'est un deuxième point très positif et très fort chez moi. C'est vraiment donner la parole complète à ma créativité. La troisième chose, et j'en ai parlé un peu avant, c'est la gestion de mon emploi du temps, parce que du coup je peux me caler sur les horaires de mon mari qui est un petit peu en décalé parce qu'il est dans la vente, donc il finit à 21h par exemple. Donc du coup ça me permet de vraiment me caler sur certains de ces horaires, bon pas toujours parce que souvent il y a la maison et je bosse quand même, puisque comme tu l'as dit on s'arrête jamais complètement, mais voilà, ça m'a au moins permis de gérer ma passion qui est la danse aussi à côté, parce que moi j'ai deux passions, c'est le digital et la danse, donc ça me permet de vivre avec les deux en fait. Sans devoir faire une croix sur plus l'une ou l'autre. Donc ça m'a vraiment ouvert plein de choses. Et un autre point positif indéniable, c'est simplement que je suis heureuse dans ma vie de tous les jours. Et je pense que c'est l'un des points positifs les plus importants. C'est que j'arrive à me réjouir de trucs complètement ridicules pour certains, comme le fait que le soleil brille et qu'il tape sur mon visage pendant que je suis en train de travailler sur mon ordi. Enfin, voilà, c'est des trucs qui paraissent ridicules. Moi, il y a des moments dans la journée, je prends conscience et je me dis, waouh, t'as trop de la chance. Voilà, c'est ça. Et c'est des trucs où moi, quand j'étais salariée, mon bureau aussi, je me prenais le soleil dans la figure et je me disais, punaise, j'ai le soleil en plein dans ma tronche, mais c'est pas possible. J'en ai marre, il fait trop chaud et tout. Et en fait, aujourd'hui, je le vis plus du tout de la même manière et j'ai appris à voir le monde complètement différemment. Et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus simple. Même moi, dans ma vie de tous les jours, je suis plus simple dans tout ce que je fais. Et j'ai oublié encore un point positif. Et après j'arrête, promis, est-ce que je pourrais en dire encore des tonnes, je crois, c'est que ça m'a permis de faire des rencontres de malades. Et encore, je suis au début, moi, de mon entrepreneuriat, parce que ça fait que 1 an que je suis dedans et ça fait vraiment que 6 mois où vraiment je m'ouvre et je prends confiance en moi petit à petit. Déjà, nous deux en train de parler aujourd'hui dans mon salon, c'est juste un truc que j'aurais jamais pu imaginer hier encore, et je sais que j'ai rencontré plein de nanas super sur internet avec lesquelles j'échange régulièrement. J'adore savoir ce qui se passe dans leur business, j'adore savoir que j'ai pu les aider juste avec une publication inspirante où j'ai juste envie en fait de vider ce que j'ai dans la tête. Donc ça, c'est aussi un des points, je pense que pour toi c'est la même chose, c'est vraiment les rencontres que ça te permet de faire. L'entrepreneuriat, c'est hallucinant. Tu n'auras jamais fait ça en salariat. C'est pas possible. Tu te rends même pas compte de l'infini des possibilités en fait qui se trouvent autour de toi. Totalement. Alors, c'est bien de dire les points positifs, c'est pas génial, machin, tout est beau, tout est beau et tout est beau. Rose, ouais. Du coup, il faut aussi, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont vous vendre plein de formations ou plein de produits, services en Deviens vous disant,
deviens riche En depuis 5 ton jours. canapé en travaillant 5 heures le dimanche matin. Au début, C'est je dis, ah ouais, putain, c'est cool. Et tu rentres dans l'entrepreneuriat et tu dis, non, mais il se fout de ma gueule en fait. Il s'est foutu de ma gueule. Il m'a fait croire que l'entrepreneuriat, on allait tous caracoler, siffloter et aller Dans les champs avec des licornes et des arcs-en-ciel, il y on aurait fait l'argent. caca des paillettes. C'est ça, et l'argent allait tomber comme ça dans tes poches et tu allais dire merci. Il y en a beaucoup, hein, malheureusement, qui montrent que Sauf ce que c'est côté-là. pas ça, et nous on met bien ça en avant que l'entrepreneuriat c'est énormément de difficultés. C'est aussi beaucoup de difficultés. Et heureusement que il y a beaucoup de points positifs, sinon on aurait tous dit au revoir à notre boîte. Après, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi j'adore ma société et des fois elle m'emmerde comme jamais et je pète un plomb et j'en ai marre et j'ai envie de tout plaquer, etc. Tu le sais, mais je t'en ai parlé, tellement, moi aussi. Je l'aime tellement que je reste au final. Et c'est ça un petit peu c'est David Laroche qui parlait de ça. C'est lui, il disait la même chose. Il disait j'aime mon entreprise, mais des fois elle m'emmerde, mais je l'aime tellement que je la quitterai pas, quoi. Ouais, c'est ce truc-là, quoi. Donc il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs, comme par exemple déjà le temps. Le temps. Parce que on gère le temps comme on veut, mais vous travaillerez jamais autant que lorsque vous serez entrepreneur. C'est-à-dire que si vous voulez faire 35 heures semaine, au moins au début, oubliez. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un 35 heures semaine... de bientôt 2 ans. Non mais voilà, il faut vraiment être assis, je pense, depuis des années et vraiment avoir un business bien monté. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent se permettre de bosser... Les premières années, je suis pas sûre. Non, pas les premières années, mais je pense qu'aujourd'hui... Même les grands entrepreneurs, sincèrement, quand tu vois les coulisses, ils expliquent bien... Enfin, pas tous, hein, mais ils disent voilà, ça m'a pris plusieurs années avant d'être bien sûr. là où je suis, quoi. Je pense que c'est ça, de toute façon, il y a un vrai cheminement et avant d'avoir une vie de rêve où vous êtes sous les palmiers, les cocotiers avec plein d'argent dans les poches et où votre business tourne tout seul parce que vous avez mis de l'automatique ou que vous avez mis des gens pour travailler à votre place, il y a un long chemin à faire et concrètement... on ne tient pas par la main et on chante pas. Non. Concrètement, il ne faut pas compter vos heures. Si vous voulez faire 35 heures semaine, honnêtement, retournez dans le salariat parce que c'est pas fait pour vous. L'entrepreneuriat, on ne compte pas nos heures, on n'a jamais de réelles vacances. C'est-à-dire que même en vacances, on déconnecte jamais complètement. Et puis on n'y arrive pas parce qu'on... Oui, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que même si on décidait de s'imposer de déconnecter, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui le font. Elles se disent je pars 2 semaines en vacances, donc je déconnecte 2 semaines. Moi personnellement, je n'y arrive pas. J'ai pas vraiment envie. Déjà. Non, et je peux pas parce qu'il y a, un truc il y a toujours des demandes, il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des... Enfin, en fait, il faut vous dire que tout ce qui se passe dans une entreprise, vous devez le gérer toute seule. C'est-à-dire que vous avez toutes les casquettes. Vous devez tout faire. Et puis il y a le stress derrière, de dire est-ce que je vais boucler mon chiffre à la fin du mois, est-ce que je vais trouver de nouveaux clients, est-ce que je fais ma nouvelle stratégie, est-ce que ma pub Facebook elle est bonne, est-ce que j'ai eu assez de vues sur YouTube, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et souvent, moi, ce que j'entends, c'est avec l'entrepreneuriat, achète ma formation avec l'entrepreneuriat, tu verras, tu vas gérer ton temps comme tu veux. Ça, c'est réel. Mais c'est pas parce qu'on gère son temps comme on le veut qu'on en investit moins dans son travail. C'est plus... Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je disais, si on me donne un coup de fil et que j'ai envie de bouger, prendre l'air, eh bien, tu peux faire d'où tu veux. Tu peux faire depuis ce moment-là, t'inquiète pas, je vais le rattraper après, quoi. Soit sur mes heures de sommeil, soit à un autre moment, soit en mangeant, ou etc. C'est sûr, tu modules ton temps comme t'en as envie. Mais au final... Tu dois quand même bosser. Tu dois quand même bosser, quoi. Ça va pas se faire tout seul. C'est clair que votre empire, il va pas se monter en étant dans votre canapé à regarder des séries sur Netflix toute la journée. Hein. Ça, c'est... je vais essayer le concept. Comment j'ai monté ma boîte en regardant Netflix toute la journée. Et puis mon canapé. Non, mais ça, en plus, ça, c'est le genre de titre qu'on voit sur Internet. C'est ça. Genre, gagne 100 000 euros par mois en regardant Netflix toute la journée, quoi. Ah ouais, non, mais c'est pas vrai, quoi. C'est mensonger. Voilà. Que ce soit un blog, que ce soit une entreprise, etc., c'est pas vrai. Il faut énormément de temps, d'investissement. Et de travail, et de prise de risque aussi. Et d'espace mental, parce que ça va être tout le temps dans votre esprit. Ouais, vous y pensez je prends ma douche, j'ai un moment, tu vas te foutre de moi, mais je comme d'hab. Je cherchais pendant longtemps, j'ai abandonné, mais un tableau que tu puisses mettre dans la douche, clipsé, sur une paroi de la douche, qui ne s'effacerait pas avec l'eau, en fait. Mais elle est complètement tarée, cette meuf. Mais oui, mais attends, sinon, t'as qu'à brancher le dictaphone pendant que t'es sous ta douche. Ta douche. Pendant que c'est sous ta douche. Et comme ça, si t'as une pensée pendant ta douche, tu parles et c'est enregistré. Tu la gueules. Non, mais ces moments-là, les moments où je conduis, où je suis sous la douche, c'est les moments où j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Et putain, voilà, si vous avez envie d'une idée de business... Inventez un tableau qui se met sous la douche où l'écriture ne se passe pas. Je crois que ça existe. Et j'ai même un client qui a acheté une coque
Attends, il y a encore pire que moi. Il a acheté une coque. Pour aller avec son téléphone sous sa douche. Exactement. Ça, c'est pas mal. Hein, donc, Après, voilà. C'est en soi, c'est ancré en vous, c'est vous. Moi, voilà, ça fait partie de moi et je peux pas m'en séparer, ça c'est sûr, de n'importe quelle façon possible. Alors, autre difficulté, et on va terminer avec ça parce que c'est comme les points positifs, il y en a plein d'autres à donner et on peut pas toutes se permettre de les énumérer, sinon le podcast il durerait 3 heures, voire plus, 24 heures. On va faire un challenge, un podcast qui dure 24 heures. C'est ça. Et l'une des difficultés qui est quand même, qui prend une grosse place dans la vie d'entrepreneur, c'est les échecs. Parce que voilà, vous allez en rencontrer, c'est pas une fatalité, mais il faut savoir les encaisser, il faut savoir se dire je me suis planté, j'ai merdé, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ou alors j'avais une super idée révolutionnaire mais il y avait personne pour l'accepter, pour la recueillir, pour la prendre. Donc ça va être une des difficultés, savoir se remettre en question, passer à autre chose, parce que c'est vrai que des fois on a un échec et on n'arrive pas à passer à autre chose en fait. Et l'échec, ça fait partie du process. Moi, si j'avais pas planté ma première entreprise, j'aurais jamais pu passer en société cette année, enfin l'an passé, en 2017. J'aurais jamais pu créer une société, dépasser le chiffre d'affaires d'une autre entreprise si je n'avais pas planté ma première entreprise. Parce que le fait de planter ma première boîte, ça m'a donné les clés nécessaires pour créer la deuxième et du coup créer du chiffre. Et créer tous les avantages que j'ai pu dégager, que je dégage maintenant en fait, que j'aurais pas pu dégager avec la première. Donc l'échec est indispensable. C'est ça. Et du coup, on va juste conclure en quelques mots-clés. Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour être une bonne entrepreneur aujourd'hui, on va dire. Il faut plein de qualités et je pense que l'une des principales, c'est de savoir s'acharner. Parce que comme on l'a dit, il y aura des difficultés, il y aura des échecs, il y aura des imprévus, il y a des choses que vous allez planifier d'une certaine manière qui ne vont pas se passer comme vous l'aurez espéré. Donc, bien s'entourer. Savoir se remettre en question. Savoir qu'il y a des points positifs mais aussi des points négatifs et les assumer et être prêt à tout ce qui va se passer derrière, quoi. Être patiente, parce que les résultats, ils n'arrivent jamais dans l'immédiat. Vous travaillez beaucoup en amont et ça se fait sur la durée. Être ambitieuse aussi, parce qu'il ne faut pas vous sous-estimer ou penser que vous n'avez pas une légitimité sous prétexte que un tel l'a dit ou parce que machin pense que... Enfin voilà, ça fait aussi partie du jeu. Et kiffer tout. Et s'organiser, se former, ça c'est important aussi. Bien s'organiser, bien se former, prendre le temps de tout préparer en amont. Ceux qui disent lancez-vous les yeux fermés, on oublie, on n'écoute pas du tout. On peut se lancer les yeux fermés une fois qu'on a établi son organisation, son budget, son fonctionnement. Et kiffer chaque étape de l'entrepreneuriat. Moi j'ai appris à kiffer le process, à kiffer le chemin et pas uniquement le résultat final. Le résultat. C'est ça. Et mes objectifs. Je kiffe chaque jour. Kiffer. Donc l'entrepreneuriat, au final, est-ce fait pour toutes les femmes? Est-ce fait pour toi? Eh bien, réponds-nous en commentaire. Dis-nous si c'est fait pour toi. Laisse-nous plein de commentaires, plein d'avis, plein de messages. On a trop hâte de les lire. Ouais, on aimerait bien savoir un petit peu, suis un petit peu le même processus que nous, ce qu'on vient de faire en fait dans le podcast. Est-ce que tu l'as déjà suivi? Est-ce que tu as des choses à rajouter, etc. Et en attendant l'épisode suivant, on t'embrasse et on te dit... Hasta la vista.